qui détient la certification TMMI Professional pour l'évaluation et l'optimisation de la qualité. Et il est un formateur accrédité pour les certifications ISTBQ. Il est membre actif du Comité canadien des tests logiciels. Il maîtrise le spectre complet des activités d'assurance qualité, incluant la rédaction de tests, l'automatisation, l'intégration et le déploiement continu. Dans cette conférence, Jean-François questionne les préjugés sur l'approche ISTQB et l'agilité. Pour cette conférence, il vous permettra d'élargir votre compréhension et aussi prendre conscience du potentiel agile des principes de l'ISTQB pour une meilleure qualité de vos produits logiciels. Je vous demande d'accueillir Jean-François Riverain. Allez! Merci. Bonjour. Parfait, ça fonctionne bien. Bien, bonjour tout le monde. Bonjour, bienvenue à la conférence. Une petite salle intime, parfait. Première fois que je suis dans une grande scène de même, vous me donnez la permission. Cette conférence-là, aujourd'hui, c'est venu du fait qu'on avait un étudiant qui s'en va sur des cours par rapport à l'ISTQB, puis on va voir tantôt c'est quoi. Je ne suis pas certain que tout le monde comprend très bien encore c'est quoi l'ISTQB. J'imagine que vous comprenez l'agilité ici. Tout le monde pense qu'il comprend l'agilité. Oui, vous pouvez... Personne ne lève la main, donc non. On va parler de l'agilité, parfait. Donc, on nous entend expliquer avec ça. C'est venu du fait que j'avais un étudiant qui s'en va sur un cours, puis il nous revient, puis il me dit... Excusez Jean-François, là, mais j'en prendrai plus des cours ISTQB, c'est pas assez agile. Voyons donc, je ne comprenais pas. Les cours ISTQB, quand je les enseigne, c'est nécessairement adapté. Il y a nécessairement de l'agilité à l'intérieur des cours. Donc, je lui ai envoyé la liste des choses que voici comment l'interpréter, voici comment ça fonctionne. L'ISTQB, c'est vraiment les certifications pour les tests, pour la qualité. Donc, les gens qui veulent savoir comment avoir des bonnes techniques de test, comment tester, bon, on envoie les gens faire des certifications pour certifier leurs connaissances. Suite à ça, à Toronto, le formateur m'a dit « Hey, je ne savais pas, je ne connaissais pas l'agilité. Bien, voici, tu peux-tu venir faire une présentation? » Puis c'est de là qu'est née la présentation. Puis je trouvais que ça s'adaptait très, très bien aux gens qui font de l'agilité. Puis ça va être un condensé de tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Puis hier, puis je sais que c'est fatigant. Moi-même, je trouve qu'on a plein la tête avec ce qu'on a vu. Il y a eu beaucoup de super concepts. Ça va les reprendre, mais on va les ramener au niveau de c'est quoi expérimenter, c'est quoi valider, c'est quoi tester, comment on va faire pour le faire, puis comment on le fait pour le faire de la bonne façon, puis on ne va pas avoir à passer des heures, des jours, des semaines à tester, mais on va faire le juste enough pour réduire le risque pour livrer notre produit. Donc, c'est là-dessus que va porter ma présentation. Pourquoi je viens vous parler de ça? Je suis qui? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai une très belle introduction, fait que finalement, on va pouvoir aller très rapidement. Mais ce que je vais ajouter là-dessus, ça fait, avant l'agilité, avant que ça existe, je travaillais depuis 25 ans dans le domaine logiciel, au niveau de l'assurance qualité. J'ai été à l'international chercher des techniques de test. Moi, je pensais qu'au départ, quand j'ai parti Zentelia il y a 7 ans, j'ai dit hey, il n'y a pas beaucoup d'offres en qualité logicielle. On va monter un système, on va publier des livres, puis on va révolutionner le marché. J'ai découvert que mon idée était déjà faite. Il existait déjà l'ISTQB, qui a 80% de ce que je cherche est là-dedans. Donc, on avait déjà les techniques, sont déjà documentées, ils existent déjà depuis longtemps. Donc, on a été à l'international chercher ces certifications-là pour voir comment on pouvait les appliquer au domaine logiciel. Donc, dépasser les frontières, arrêter de penser que les techniques de test, c'est des choses pour du waterfall. Donc, on va essayer aujourd'hui de vous montrer comment on peut les appliquer en mode agile. Fait que vous allez rester avec moi, avoir des petites questions avec ça. Perspective agile. Bon, vous m'avez tout dit que vous compreniez l'agilité. J'imagine qu'après 2 jours, on doit commencer à avoir une bonne idée c'est quoi. L'agilité. L'agilité, est-ce que l'agilité se retrouve à être des posters agiles? Est-ce que l'agilité se retrouve à être des moments où on a besoin de faire des scrums? Est-ce que c'est juste un côté agile? Est-ce que c'est des sprints, l'agilité? Est-ce que c'est des méthodes de travail? Pas nécessairement. Côté agilité, on voit que
si on applique une méthode, bien, on est dans une méthode. On n'est pas nécessairement dans l'essence même. Puis d'ailleurs, je voudrais vous dire qu'il y a un mouvement qui est l'agnostique agile. Puis si vous voulez en savoir plus sur ce mouvement-là, mon confrère Michael Ouellet va donner cette conférence-là à Montréal, à l'Agile Tour Montréal. Donc, si vous voulez en savoir plus, ça va pouvoir se faire à ce moment-là. Donc, au niveau de l'agilité, on parlait qu'il y a différentes cérémonies qui vont avoir lieu. On voit que c'est itératif, on voit différentes cérémonies, on va être au niveau d'un tableau, on va avoir des personas, mais tout ça n'est pas l'essence de l'agilité. Les fondements de même de l'agilité, en fait, là ici, les fondements de même de l'agilité au départ, c'est 4 valeurs. Donc, on va revenir aux valeurs de l'agilité. Je vais juste revenir en arrière pour ça. Donc, les 4 valeurs de l'agilité, vous les connaissez, ou au moins vous les impersonnifiez. Les 4 valeurs de l'agilité, on va revenir en arrière, on va se déterminer qu'on a besoin de collaborer. Donc, on va collaborer beaucoup plus que de développer, que d'avoir des plans. On va collaborer plus que d'avoir des outils et des processus. Donc, la collaboration est super importante. Ça va être intrinsèquement important plus tard. On va aussi au niveau des 4 valeurs, les 4 valeurs, on va être capable d'avoir une valeur qui va être de livrer du logiciel. C'est beaucoup plus important de livrer le logiciel que de faire des documents. Ça va être important de collaborer avec le client beaucoup plus que d'aller vendre les produits. Donc, c'est beaucoup plus important de collaborer que de signer un contrat et s'adapter. S'adapter, c'est super important. Comment on va faire pour s'adapter? On est dans un monde, Félix-Antoine en a parlé dans une des conférences tantôt, on est dans un monde complexe où on a besoin de valider, d'aller faire des expérimentations rapidement. On a aussi les 12 valeurs. Je vais revenir sur les valeurs les 12 principes de l'agilité. Si vous regardez les 12 principes de l'agilité que vous connaissez, dans les 12 principes agiles, est-ce qu'il y a le mot « qualité » dans les 12 principes agiles? Le premier qui peut me le trouver lève sa main. Où est indiqué le mot « qualité » dans les 12 principes agiles? En fait, arrêtez de chercher, il n'y a pas le mot « qualité » dans les 12 principes agiles. Le mot « qualité » n'est pas là, mais il est là, en fait, il est là de façon intrinsèque à l'intérieur. On va parler dans les 12 principes agiles de collaboration avec le client. On parle nécessairement de ses attentes, de ce qu'il veut. On va parler d'excellence technique. L'excellence technique, c'est de livrer de la qualité, c'est de développer la qualité à l'intérieur de l'agilité. Donc ça, c'est super important. Puis vous avez dans les 12 principes, en tout point, on essaie d'avoir de la qualité à l'intérieur. Donc, pour avoir de la qualité, qu'est-ce que ça prend? Ça prend des techniques aussi. Donc, on va avoir des concepts, des valeurs, mais avoir les bonnes pratiques, c'est super important d'avoir un coffre à outils assez grand pour pouvoir s'adapter quand ça va changer. Est-ce que j'ai la bonne technique de test? Est-ce que j'ai la bonne technique de développement? On va juste le savoir quand on va avoir essayé notre hypothèse, puis se dire « Ah, c'est pas ça qui fonctionnait, je vais prendre une autre technique. » L'ISTQB. Bon, on parlait justement, d'agilité, vous avez l'air de le connaître. Puis s'il n'y a pas beaucoup de monde, je pense que c'est parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça va nous apporter, le côté des tests logiciels. Qu'est-ce que ça va nous amener? Ici, je vous montre l'ISTQB. Qu'est-ce qu'il y a? C'est tout un parcours. Le côté de l'ISTQB, le parcours, c'est, vous avez la fondation. Donc, le fondement, c'est quels sont les principes de base. Ça, c'est le niveau que je suis présentement, que je donne la formation puis que j'enseigne aux étudiants. C'est le niveau qui a été développé. Puis c'est là-dessus qu'on va parler. Mais c'est tout un parcours complet. Si vous voulez faire des tests au niveau de l'acceptation, des tests au niveau de l'intelligence artificielle, vous êtes dans le domaine de l'automobile, du gaming, du gambling, des tests mobiles, des tests d'acceptation, des tests d'utilisabilité aussi, ou des tests automatisés, il existe des syllabus qui définissent comment on devrait le faire, puis quelles sont les bonnes techniques pour le faire. Autant en agilité que des parcours d'experts où on va devenir quelqu'un qui va être capable d'amener les changements au niveau des organisations. Celui qui est de base, celui que vous avez vu en bas, c'est le côté fondamental. Donc, on va parler des fondamentaux du test, puis aujourd'hui, je vais discuter de ce qui est de la base. On va parler des 7 principes, de quelques notions supplémentaires qu'on a vues, qui sont à l'intérieur de ce syllabus-là. D'ailleurs, quand on a la mauvaise compréhension de l'ISTQB, on va penser que c'est une méthode traditionnelle parce que c'était existait avant que l'Agile existe. Puis ça leur a pris extrêmement du temps à venir sortir le syllabus 4.0. En fait, ce syllabus-là a sorti au mois de mai de cette année.
Puis j'ai participé au développement d'une des petites sections. En fait, mon dada, de mon côté, c'est la gestion des risques. Fait que si vous regardez cette section-là, au niveau de la gestion des risques, moi, c'est ce qui m'intéressait. C'est quoi tester? C'est de valider, est-ce que j'ai un risque? Puis je vais faire une expérimentation, puis je vais savoir si le risque est là ou il n'est pas là. Donc, je vais créer des tests pour ça. Donc, moi, ça m'intéressait beaucoup. Mais on va parler des 7 principes, comment ils s'appliquent. Tout au long d'un cycle de développement, qu'on soit en mode plus traditionnel, qu'on ait un méthode Scrum, qu'on soit en Kanban ou autre, comment on intègre les tests à l'intérieur de notre processus, à l'intérieur de notre façon de faire actuelle. Différentes façons de tester, autant statique que dynamique. Qu'est-ce que veut dire statique? Bien, je vais aller vérifier si mes documents, si mes requis sont bons. Donc, on va commencer à créer des tests sans même exécuter le logiciel. On va parler dans ISTQB d'erreurs qui vont être causées par un humain. On a vu que la première présentation d'Alistair Cockburn hier nous présentait qu'une fois sur 5, on fait des erreurs. Donc, ça arrive que l'humain fait des erreurs qui se multiplient par la suite. Donc, pourquoi pas tester avant de mettre le logiciel en production ou même dans vos environnements de test, puis de voir l'essayer puis d'avoir une défaillance. On a aujourd'hui beaucoup de gens qui testent ont des défaillances. Puis ils ne font que rapporter des défaillances. On va parler des techniques de test, ça c'est super important. Si vous voulez tester la bonne chose, il faut savoir quelle technique de test utiliser. Puis ce que ça va vous permettre de faire une technique de test, ça va vous permettre de déterminer quand est-ce que vous allez arrêter de tester. Parce qu'une des grandes questions qu'on a du côté de la qualité, c'est de savoir, oui, mais ça va finir quand? C'est quoi la quantité de tests que j'ai? Bien, vous devez avoir le bon niveau de couverture, puis c'est les techniques de test qui vont vous aider à faire ça. Gestion des activités de test, c'est vraiment la gestion des anomalies, mais aussi la gestion du risque, qui pour moi n'est pas assez important dans le dernier syllabus. On aurait pu l'augmenter, on aurait pu le mettre dans le premier chapitre, parce que tant qu'on ne définit pas son risque, comment on va appliquer une technique si on ne sait pas quel niveau on va vouloir avoir? Ensuite, automatisation et outils. Nécessairement, on parle d'automatisation. Comment le faire? Quels sont les bénéfices, mais quels sont les risques? Vous savez que la moitié, à peu près, des projets d'automatisation finissent par échouer parce qu'on n'a pas pris les bonnes techniques, on n'a pas le bon plan. On finit par avoir, moi j'aime bien que les tests soient verts, mais on finit par avoir des tests qui sont rouges, puis on ne s'en occupe pas parce que c'est trop lourd, on n'a pas automatisé au bon endroit. On est trop pressé, des fois, pour mettre nos tests corrects. Donc, on va voir quels sont, dans les ISTQB, on nous parle de quels sont les risques aussi au niveau de l'automatisation et quels outils on va utiliser, mais surtout comment choisir un bon outil de test. Les principes du test. Bon, votre but ici, c'est de sortir des bugs free. On va voir, est-ce que c'est possible de sortir des logiciels sans problème? Est-ce qu'on peut le certifier? Premier principe. Les tests montrent la présence de bugs, de défauts, mais ne montrent pas l'absence de défauts. Qu'est-ce que ça implique? C'est qu'il est impossible pour vous de prouver qu'un système logiciel est parfait. Les tests que vous allez avoir faits vont vous dire oui, ça fonctionne ou non, ça ne fonctionne pas. Les tests que vous n'avez pas faits ne pourront jamais vous dire la qualité de ce que vous n'avez pas fait. Donc, il est impossible de prouver que le logiciel est parfait. C'est le premier principe qu'on devrait appliquer parce que trop souvent, on se fait demander est-ce qu'on peut aller en production? Puis après ça, j'avais une discussion justement avec d'un patron d'entreprise qui venait me voir. Il y avait 6 problèmes qui étaient sortis, puis le client l'avait trouvé la première journée. Comment ça, on ne les a pas trouvés? C'est la question qui revient tout le temps. Comment ça, on ne les a pas trouvés? Mais en pire, c'est comment ça, mon équipe de test ne l'a pas trouvé? Mais c'était Attends, André, comment ça que tu te demandes pourquoi c'est un processus qui est non mature, comment ça tu te demandes si ton équipe de qualité l'aurait trouvé? Ils n'ont pas participé à aucune discussion, ils n'ont pas été là au niveau de ton développement, puis c'est les seuls gens que tu vas questionner pourquoi il n'a pas été trouvé. André, le premier principe, les tests montrent la présence de défauts. Ils ne pouvaient pas te garantir qu'il n'y en avait pas ailleurs. Tu as coupé dans le temps de test, on n'avait pas le choix. Qu'est-ce que ça change dans un contexte agile? C'est qu'on va appliquer des principes. Une fois qu'on sait ça, bien, les rétroactions rapides et fréquentes de l'agilité sont super importantes. C'est là que ça va nous permettre de valider est-ce qu'on est dans la bonne voie, est-ce qu'on est en train de livrer du logiciel qui correspond aux besoins du client. La priorisation, qui est mon dada de Risk-Based Testing, le RBT, des tests basés sur le risque, elle va être super importante dans ce cas-là parce qu'on va choisir
quelle quantité de tests ou quels tests vont être les plus importants. Fait que quand on va nous dire il ne reste plus de temps, il est l'heure de couper, on va couper sur quoi? On va couper nécessairement sur les tests. Ça arrive, bon, presque jamais, mais ça arrive. Hein? Donc, on va couper sur les tests, puis là, on va nous dire, ben OK, c'est le temps de sortir. Bien, si on a fait les tests les plus risqués, on va être capable de, au moins, s'assurer que les défauts les plus importants vont avoir été corrigés dans le logiciel. Puis surtout, si on le fait le plus tôt possible, puis on collabore, on va être capable de les identifier le plus tôt possible. Puis si on teste de façon continuelle, et non pas juste à la fin, mais encore une fois, on va éliminer les défauts au fur et à mesure, puis il y a d'autres principes à laquelle ces méthodes-là vont s'appliquer. Deuxième principe, qui va bien avec le premier, les tests exhaustifs, c'est impossible. Donc, on ne peut pas tout tester. On n'est pas capable de tout tester. L'explosion combinatoire, on l'a vu dans d'autres présentations, nous empêche de savoir, de dire, voici quand est-ce que ça va se terminer, voici, je vais te prouver que je vais tout tester dans le logiciel. Donc, quand on vous fait demander, on demande aux gens d'affaires des fois, « Hey, mais c'est quoi que je dois tester dans le produit? » Puis on me répond, « Tout. » Tout n'est pas une réponse acceptable. On ne peut pas accepter la réponse, je vais tout tester. Donc, dis-moi qu'est-ce qui est le plus important, puis je vais pouvoir te dire qu'est-ce que je vais tester. Donc, les tests basés sur les risques, encore une fois, vont nous aider à cibler qu'est-ce qu'on va vouloir tester. On va essayer de prioriser en fonction des bonnes user stories. On va utiliser des tests de régression automatisés parce que ça va nous donner le temps de tester les stories. On va savoir si on n'a pas causé un problème parce que, comme on l'a vu aujourd'hui, on est dans un système complexe. Un système complexe, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, puis on est en train de changer à chaque fois, de réitérer sur le même code. On est en train de créer du code, puis on fait des modifications sur ce code-là qu'on a testé la veille. Puis souvent, on va dire, « Ouais, mais là, j'ai juste changé tel module, je n'ai pas besoin de retester au complet. » Bien, c'est prendre un risque. Si tu ne retestes pas au complet, puis on a changé quelque chose, bien, on ne sait pas si on n'a pas changé quelque chose d'important. Donc, les tests de régression, ça va être super important dans la réponse qu'on va avoir à ce principe-là. Les techniques de test, d'utiliser les bonnes techniques de test vont limiter la quantité de tests que vous allez avoir à faire. Une technique de test de partition d'équivalence ou de valeur limite vous permet de choisir à quel endroit on fait nos tests, puis de s'assurer qu'on n'a pas fait deux tests qui veulent dire la même chose. Des tests qui passent, moi, comme QA, ça ne m'intéresse pas. J'aime ça avoir des tests j'aime ça trouver les problèmes parce que je n'ai pas de temps à perdre avec des tests qui vont prouver que ça va bien. J'aime ça voir, j'aimerais mieux protéger mon entreprise à trouver quelque chose et lui montrer, « Hey, ça n'a pas fonctionné, je vais essayer de réduire ton risque. » Ce principe-là est assez connu. Le troisième, tester tôt. Tester le plus tôt économise de l'argent. Bon, c'est sûr que si vous êtes connaisseur au niveau du DevOps, votre féru de DevOps, vous avez déjà ce principe-là en tête. Mais on discute avec des entreprises. Puis, dans la littérature, c'est de 50 à 200 fois plus cher de trouver quelque chose en production que de le corriger au moment où le problème est introduit. Je discutais avec quelqu'un qui disait à chaque fois que je change de main, bien, le temps de recorriger, c'est 5 fois plus long que de le faire au moment où j'ai introduit le problème. Donc, plus on attend, plus ça va coûter cher. Ce principe-là nous amène à dire, bien, OK, tester tôt veut dire les trois amigos, veut dire avoir des gens présents en discussion avec les gens d'affaires le plus tôt possible. Il y a plein de principes qui ont sorti autour de ça, qu'on essaie d'appliquer plus ou moins, mais d'avoir de la discussion au niveau des critères d'acceptation dans la TDD, du BDD au niveau de « décris-moi ce que tu veux qui fonctionne ». L'example mapping aussi va être une façon de réduire ce problème-là. D'avoir des pipelines d'intégration continue va nous permettre de trouver les problèmes assez tôt. Le code ne va pas passer si on n'est pas capable de le faire fonctionner. Donc, on fait fonctionner notre code, on met nos tests au bon moment. Le pair programming va nous aider à trouver des problèmes en prévention plutôt qu'en correction. Ici, on tombe dans l'agriculture avec ce principe-là. Le regroupement des défauts. Des défauts, c'est comme des troupeaux de moutons. Ça suit. Qu'est-ce que ça nous permet de faire, ça, vu qu'on trouve un bug à un endroit? Bien, ce que ça nous dit, ce principe-là, c'est que si on a trouvé un bug à un endroit, il y a bien des chances que dans ce module-là, dans cette zone-là, dans cette fonctionnalité-là, vous ayez d'autres problèmes. Donc, on va pouvoir, avec ce principe-là, développer des techniques de test comme le test exploratoire. Test exploratoire, test méconnu ou mal utilisé, mais qui vous permet de dire qu'est-ce qui n'a pas été écrit, qui risquerait de ne pas fonctionner, qu'est-ce qui me fait peur. Puis, si ça me fait peur que ça ne fonctionne pas, je vais l'essayer. Puis, si je trouve un problème, bien, ce principe-là nous dit, si je trouve un problème, ça veut dire qu'il y en a d'autres.
Parfois, je teste au niveau des dates. Si je trouve un problème au niveau des dates, qu'est-ce qui m'arrive souvent, c'est qu'il n'y a pas juste un petit problème de date, il y a un problème systémique au niveau des dates. Les changements d'heure ne vont pas fonctionner. Quand on va changer de time zone, ça ne fonctionnera pas non plus. On peut faire de l'analyse aussi dans ce principe-là en production. Qu'est-ce qui se passe? Quel est l'historique des bugs que j'ai eus? Bien, si j'ai beaucoup de problèmes dans une section parce que le code, on m'a livré une méthode qui était incompréhensible, pas bien couverte au niveau des tests, j'ai bien des chances que j'ai encore des problèmes dans le futur dans cette même méthode-là, tant que je ne l'ai pas améliorée et je ne l'ai pas couverte avec des tests. Test basé sur le risque va nous permettre aussi de l'aider, encore une fois, on va pouvoir cibler l'effort basé sur le risque qu'on a. Donc, c'est différentes méthodes qui vont nous permettre de couvrir ce principe de test-là. L'autre principe de test qu'on a dans l'ISTQB, les tests, ça finit par ne pas passer l'usure du temps. Au fil du temps, vos tests deviennent de moins en moins efficaces pour trouver de nouveaux défauts. C'est super utile d'avoir des tests qu'on garde pour la régression, mais ça sert pour trouver des problèmes passés. Ça ne sert pas pour trouver des problèmes futurs. Dans le temps, si on utilise tout le temps les mêmes techniques de test, vos développeurs, c'est des gens assez intelligents pour savoir que le problème va survenir. Je vais probablement appliquer une méthode pour éviter ce problème-là d'arriver. Donc, les problèmes de performance, vous en êtes jamais occupé. C'est peut-être le temps de le faire. Les problèmes fonctionnels sont réglés. Ce n'est plus le même genre de problème que vous allez avoir. On pourrait s'occuper des problèmes fonctionnels parce qu'avec cette méthode-là, on nous dit, bien, nos tests fonctionnels, on n'a plus trop de problèmes avec. C'est important, avec ce principe-là, de mettre à jour vos tests à chacune de vos itérations. Donc, il faut prendre un temps pour dire, est-ce que ce test-là, il me coûte trop cher? Est-ce qu'il est devenu désuet? Il trouve-tu encore des bugs? S'il ne trouve plus de problème et il me coûte cher à maintenir, peut-être que je devrais changer de test. Peut-être j'en avoir un autre qui va me coûter moins cher à maintenir parce que les développeurs l'ont couvert dans leurs tests unitaires, dans leurs tests d'intégration. Donc, révisez régulièrement les cas de test. Faites des tests aléatoires. Essayez de trouver où il y aurait d'autres problèmes dans le logiciel. Il y a des méthodes pour faire des tests aléatoires. Vos tests de régression vont vous aider, mais les tests exploratoires aussi. Il faut essayer de trouver de nouveaux cas ou qu'on n'avait pas couverts avant avec nos tests, puis enlever des tests qui sont moins efficaces. Sixième principe, les tests dépendent du contexte. Ça serait le fun d'aller chercher sur Internet et d'avoir une stratégie de test qui soit toute écrite. Malheureusement, dépendamment du contexte où on travaille, on va devoir adapter notre stratégie. Il n'y a pas un cas qui est pareil. Je fais un logiciel, d'ailleurs, Alistair Cockburn a sorti sa scale, la Cockburn Scale, que vous allez trouver sur Wikipédia d'ailleurs. J'en discutais avec lui hier. C'est justement chaque logiciel, que vous avez une petite équipe de 6 personnes avec un logiciel qui est juste pour le confort, une petite application pour vous calculer votre épicerie. Ce n'est pas le même contexte de test que vous êtes à la NASA et vous avez des personnes, des astronautes que vous envoyez dans l'espace. On ne fait pas la même quantité de tests, puis on n'a pas la même couverture. D'ailleurs, le test basé sur le risque va beaucoup nous aider à cibler exactement la quantité de tests qu'on va avoir. Vous avez même nos user stories vont nous aider à appliquer le contexte. Il faut comprendre le contexte. D'ailleurs, il faut que je vous conte un épisode que j'ai vécu. Je m'en vais dans une équipe de travail, je rencontre le gestionnaire de projet. Le gestionnaire de projet me dit « Qu'est-ce que tu fais? Je suis encore en train de développer le produit. » Je dis « Ouais, bien, je viens t'aider pour la qualité. » Il dit « J'ai pas encore trouvé de bug. Tu reviendras dans 3 mois. » En fait, je n'ai pas compris le contexte. Lui, à la fin, il va avoir un très grand risque dans son produit parce que quand je vais commencer à tester puis je vais tout défaire son application, je pense que la date de sortie dans 3 mois, il ne l'atteindra pas. Donc, l'important, c'est ici que le test dépend du contexte. On va pouvoir, avec ça aussi, ça dépend de l'environnement. On va trouver des problèmes dans certains environnements de test s'il ne va pas répondre à ce qu'on va trouver en production. Il est arrivé beaucoup de problèmes chez des clients où l'environnement de test n'avait pas les données exactes de la production. Donc, on n'était pas capable de les reproduire. Ce qui arrive avec cet environnement de test-là, c'est que je n'ai pas trouvé les problèmes reliés aux données. Donc, ça, c'est un risque qu'on a pris parce qu'on a testé sur les données de test qui ne sont pas celles qu'on va se servir en production pour vrai. Donc, c'est là aussi que le DevOps peut venir nous aider avec le shifting left. Aller rapidement en production, aller en voir des données de production, voir c'est quoi le comportement de ton produit. D'ailleurs, vous avez vu un peu ce qui s'est passé avec la SAC au niveau des produits
les produits de permis de conduire, de la mise en production du mois de février. On a arrêté pendant un mois de faire une migration de données. Pendant 50 ans, on a fait des migrations de données. Est-ce que ça a empêché d'avoir des problèmes au niveau des données? Bien non, la première chose qu'ils ont eu comme problème en arrivant en production, des données qu'ils n'avaient pas prévues, qui sont arrivées, un flot de performance qui était beaucoup plus grand qu'on s'attendait. D'ailleurs, je suis en train de les aider, puis les pauvres développeurs là-bas, ce n'est pas vraiment de leur faute. Le code est encore en train de s'écrire 3 semaines avant la mise en production. Donc, les tests, il n'en restait pas beaucoup. Là. Bon, cette slide-là, on a peut-être déjà vu le côté de la petite balançoire qu'on veut installer. En fait, le dernier principe est super intéressant. Ça fait le résumé de tous les autres. L'illusion de l'absence de défaut. On a travaillé pendant 5 ans à développer un produit avec des specs. Est-ce que nécessairement ça répond aux besoins de l'utilisateur? Ça nous dit attention. La réponse technique qu'on a eue il y a 5 ans, c'est peut-être plus la même. La réponse technique on était supposé de donner, c'est peut-être pas la bonne. J'ai plus de défaut, j'en ai pas trouvé. On a testé, j'ai pas de problème. L'utilisateur fait, c'est pas ça que je voulais. On n'a jamais été le valider. Donc, ce principe-là, c'est exactement relié à l'agilité. Pourquoi on veut très rapidement aller valider nos hypothèses, les vérifier au niveau des utilisateurs. D'ailleurs, peut-être avec les gens d'affaires, utiliser le terme test, ce n'est pas le bon terme qu'on devrait utiliser. Peut-être qu'avec les gens d'affaires, on devrait dire « je vais valider tes hypothèses, je vais expérimenter avec toi ». Donc, va expérimenter. Oui, d'accord, on va expérimenter. Est-ce que l'idée est bonne? Est-ce que le client, c'est ça qu'il voulait? C'est ça qu'on veut faire, on veut expérimenter. Pour moi, ça veut dire la même affaire, mais si vous voulez utiliser le mot « expérimenter », moi, je n'ai pas de problème avec ça. On va vouloir faire des tests de performance, de sécurité, puis pas attendre à la fin. On ne sait même pas on sait si les fonctionnalités sont bonnes, on sait-tu si la performance est bonne sur tout ce qui est le non fonctionnel. Donc, tous les attributs qualité, que ce soit la sécurité, la performance, l'utilisabilité, la maintenabilité de notre code. Est-ce qu'on le sait si on est encore dans du code de qualité, dans un produit de qualité? En fait, vous allez savoir lorsque vous allez l'essayer. Le plus tôt possible qu'on va l'essayer, le mieux ça va être. En fait, tous ces principes-là, c'est interdépendant. Vous ne pouvez pas les prendre un tout seul en disant « OK, les tests, ça montre la présence, pas l'absence de défaut, puis le test exhaustif est impossible. » C'est relié ensemble. Ces deux-là vous permettent d'avoir des bonnes techniques de test ensemble. Donc, en ayant ces principes-là en tête, au complet, c'est ce qui vous permet de bâtir votre stratégie de test. Je me suis permis d'ajouter, juste pour vous autres, vu qu'on est en groupe, en gang, des tests basés sur le risque. Les tests basés sur le risque, c'est des questions que j'ai eues quand j'ai préparé cette présentation-là, parce que vous savez, on teste tout le temps dans la vie. Hein? On veut savoir si l'eau est trop chaude avant de donner le bain à notre bébé, on va tester. Mais c'est un test. On va vouloir savoir, est-ce que notre présentation est bien montée? On va l'essayer, on va faire des dry runs, on va vouloir se pratiquer. Mais c'est faire des tests. Fait que ceux qui me disaient tantôt, j'avais des gens que je parlais tantôt, justement, que « Ah, ben moi, je ne comprends pas. C'est trop technique, ce côté-là des tests. Je suis une personne d'affaires. » Moi, je répondrais « Mais tu testes tout le temps dans ta vie, mais tu ne le sais pas. C'est ça que tu es en train de faire. Tu ne l'as juste pas appelé un test. » Mais le test basé sur les risques, ici, c'est quand est-ce que je vais m'arrêter? Quand est-ce que c'est just enough? Puis ça, c'est important de le savoir, parce que sinon, on va se faire dire « On pourrait tester à vie. » Mais oui, mais vous vous souvenez du deuxième principe, hein? Les tests exhaustifs sont impossibles. Donc, on pourrait continuer à tester en une explosion combinatoire pendant toute la durée de notre vie, puis on n'aurait jamais fini de faire toutes les combinaisons. Mais est-ce que c'est utile de faire ça? Pas nécessairement. On va le décider avec le niveau de risque qu'on va avoir. D'ailleurs, le niveau de risque, comment ça peut s'interpréter? J'ai mis de quoi de très, très simple. Ça peut être très compliqué, la gestion des risques. Dans différents domaines, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais on va se garder dans un mode agile où on aurait juste un axe qui nous dit l'impact et la probabilité. L'impact, c'est l'impact d'affaires. Quel va être l'impact au niveau d'affaires que cette fonctionnalité-là arrête de fonctionner ou que le client ait des problèmes avec? On peut la mettre sur une échelle d'1 à 4, dire est-ce que c'est très grave? Si ça ne fonctionne pas, je vais perdre de l'argent, ma réputation va être en jeu, mon président de la compagnie va perdre sa job. La probabilité est beaucoup plus reliée au côté technique. Fait que là, ici, je parle aux développeurs, parce qu'avec l'impact, je parlais plus aux gens d'affaires, mais la probabilité est donnée par les développeurs. Et la probabilité que ça ne fonctionne pas, c'est eux autres qui le savent. Et ça, c'est un module très risqué. Ici, je n'ai pas beaucoup de vérification. Ça se peut que c'est très probable qu'on ait des problèmes.
moi, ça me sonne tout de suite une sonnette d'alarme que je vais aller ajouter des tests dans cette section-là. Puis quand l'impact est grand et la probabilité est grande, on est dans la zone rouge. Dans la zone rouge, ça veut dire qu'on va tester à tous les niveaux, puis on va en ajouter des tests, puis on va en faire beaucoup. Par contre, peut-être de tester une feature que les développeurs ont déjà couvert, puis qui est très improbable qu'on ait un problème, puis que les gens d'affaires disent, ben, même si ça ne fonctionne pas, j'ai une façon alternative, un workaround. On est dans la zone verte. Je n'ai pas besoin d'une grosse couverture de test. Je vais peut-être faire juste un test, là, on appelle ça des happy paths ou les chemins du bonheur, ceux qui n'ont jamais entendu le terme. On va aller faire un test juste de surface. Donc, ça serait suffisant à ce moment-là. Une fois que j'ai classé ça, j'ai un beau petit tableau avec des cadrans, où le cadran en 5, c'est quand c'est risque à la vie humaine. Là, ça, vous faites plein de tests pareils, parce que même si on vous dit que c'est improbable, ça ne vous tente pas d'aller dans l'avion pour avoir un problème, même si c'était improbable. Bon, je sais que Boeing, ils n'ont pas fait fi de ça, puis ils ont sorti le 737 MAX, puis qu'il y a eu des morts, puis que le président a quand même fait 40 millions en s'en allant de là. Mais ça, c'est un cas d'exception. On va dire que nous autres, on veut faire un produit qui ne va pas nuire à la vie humaine. Quand c'est 5, on va faire des tests. Quand on est dans le 1, 2, 3, 4, bien le 2 étant le cadran le plus important pour faire des tests, beaucoup de tests. Quand on se retrouve dans le cadran 3, bien là, c'est là qu'on va pouvoir dire, bien, cette story-là n'a pas beaucoup d'impact au niveau affaires, puis il est très peu probable qu'on ait un problème avec, parce que je suis déjà couvert. Mais ce qu'on va faire avec ça, on va se déterminer. Ça, c'est dans le livre Prisma, l'approche Prisma, là, qui est vraiment une approche de risque adaptée au domaine du développement logiciel. Donc, ce qui est le fun, c'est que les exemples sont adaptés, même si cette approche-là marche dans le domaine manufacturier aussi, et on l'a adapté au domaine qualité, le domaine logiciel. Mais ce que ça va nous dire, c'est nous dire, faites-vous un tableau après ça en disant, c'est quoi le niveau de risque? Bien, le niveau de test, les techniques que vous allez utiliser pour chacun des niveaux de risque que vous avez eus. Puis on va prendre des niveaux ou des occasions de tester. On va dire, bien, en composante, en test unitaire, je vais-tu avoir encore le 95 % de couverture de code quand c'est très faible? Puis à l'inverse, quand c'est très élevé, mais ma couverture de code, je vais vouloir pratiquement à 100 %. Puis en plus, je veux du pair programming, puis je veux que ça soit revalidé, puis je veux des revues de code, puis je veux m'assurer que le développeur senior a passé là-dessus, parce que là, on est à un risque élevé. Puis c'est vrai pour tous les niveaux de tests. Si vos utilisateurs font des tests d'acceptation, puis que l'impact est grand, mais ils vont les valider plusieurs fois, puis fréquemment. Puis là, la méthode agile de sortir rapidement cette story-là va être importante. Donc, c'est un tableau que vous montez selon votre contexte, parce que n'oubliez pas le principe numéro 6. Hein? Ça dépend du contexte. Donc, vu que ça dépend du contexte, ce tableau-là n'est peut-être pas bon pour vous autres, puis vous avez vous en faire un. Donc, vous pouvez travailler avec vos gens d'affaires, parce que ce n'est pas monté par juste la personne de qualité. Vos gens d'affaires et vos développeurs doivent participer à l'écriture de ce tableau-là, puis être d'accord que c'est leur job de faire ça. Une fois qu'on a fait tout ça, qui était un aparté pour vous donner un côté technique de comment on appliquait ces principes-là, vous avez vu, ça s'applique, dans le côté ISTQB, on va nous parler qu'il y a des séquences. C'est là que les gens voient, hey, mais c'est ben trop waterfall, ça ne s'applique pas à l'agilité. Parce que c'est sûr, en agilité, on ne planifie pas. Okay, y a quelqu'un qui pense qu'on ne planifie pas en agilité? Je vais citer Jean René. Vous voyez, tout le monde que j'ai vu dans les 2 derniers jours, on peut les citer dans ces choses-là. Non, en agilité, on va juste planifier plus fréquemment. On va le revalider. Mais c'est à ça que ça sert. Puis je sais que l'agilité ne se limite pas au sprint, mais mon exemple, c'est des itérations. Je vais parler du sprint planning parce que c'est facile. Le Scrum a un peu défini des cérémonies qui vont être utiles donc, pour l'illustration. Donc, le sprint planning va être une occasion de faire de la planification. On planifie le sprint, on planifie les tests qu'on va faire pour ce sprint-là, on va l'inclure dans nos stories, puis on va s'assurer qu'on fait de la planification. On va la faire souvent. On va la faire souvent parce qu'on va le faire à chaque sprint ou à chaque itération. On nous dit après ça, une fois que vous avez fait la planification, on va nous dire, faites vos rapports d'avancement, faites du suivi et du contrôle. Le mot contrôle, je sais, Gilles m'a déjà dit ça. Jean-François ne parle pas de contrôle. Mais le contrôle étant le suivi des rapports d'avancement. On veut suivre, on veut contrôler si on a suivi notre plan. Ce n'est pas du contrôle de contrôler une personne, c'est contrôler l'avancement sur notre propre plan. Donc, est-ce que le plan est en train de dérailler? On va vouloir le faire souvent, ce suivi-là. Bien, les Daily Scrum, c'est parfait. Vous n'avez pas besoin d'un document que vous allez envoyer à tous les jours.
Vous pouvez avoir des tableaux de bord. D'ailleurs, j'aimais beaucoup ça quand le gestionnaire de projet me demandait tout le temps combien de tests aujourd'hui, combien de tests demain, combien il y en a qui n'ont pas passé. Va voir le tableau Jira, là. Je ne veux pas te répondre à tous les jours. Puis la mêlée quotidienne, bien, viens-t'en donc l'écouter si tu veux le savoir. Je vais te le dire si hier j'ai trouvé plus de problèmes que la veille, puis aujourd'hui, je vais te dire sur quoi je suis en train de travailler. Le Daily Scrum nous sert beaucoup, donc sert beaucoup aux côtés du développement. On va nous demander d'analyser puis de faire de la conception, concevoir nos tests, analyser nos tests. Analyser nos tests, ça veut dire de partir des user stories, partir des bases que j'ai. J'ai quoi comme... Je suis nouveau dans une organisation, je veux savoir c'est quoi que j'ai comme test automatisé. Je veux savoir aussi quels sont les stories que je vais avoir à faire des tests, quel type de tests que j'ai, puis j'ai accès à qui. Donc, on va analyser puis on va concevoir nos tests, soit en tests exploratoires avec des chartes de tests, soit en tests scriptés, ils vont être écrits. On veut savoir qu'est-ce qu'on va faire, fait qu'on le planifie rapidement. C'est sûr que ça va vite en agilité. On ne prend pas 3 jours pour faire ça parce que le sprint va être fini, mais on va rapidement le faire en quelques minutes, puis parfois même avec notre équipe de travail. D'ailleurs, la méthode la plus rafraîchissante, c'est que les gens y participent, puis ils disent « ça, c'est ma responsabilité. Moi, je suis dans le code, je suis capable de rapidement te donner le niveau de qualité de ce que j'ai, puis je vais te montrer que dans ma base de données, ça fonctionne. » Donc là, on conçoit nos tests. On les implémente dans notre environnement de test, on s'assure qu'on est en position de tester, puis on les exécute, ce qui est sensiblement à date la chose au moins qu'on savait, c'est les tests. On exécute des tests. Mais on avait toute cette préparation-là qui existait, que ISTQB nous dit, c'est une séquence que tu dois avoir. Exécuter nos tests, dans notre sprint, au fur et à mesure, à chaque jour, ils vont être exécutés, puis idéalement, ils sont automatisés, puis vous l'exécutez plusieurs fois. À la fin, une chose qui est intéressante dans ISTQB, c'est qu'on parle de fermeture des tests, fin de la phase de test. Les gens voient ça comme hey, « ça fait 3 mois qu'on teste, on va faire un gros rapport, puis on va terminer notre test. » Puis on va dire aux gens « mais voici ce que j'ai trouvé. Le processus n'était pas super bon, il faudrait l'améliorer la prochaine fois. » Tu sais, dans 3 ans, quand on va revenir dans cette phase-là. Les tests, ce n'est pas une phase, hein, c'est un processus continu, comme dans l'agilité. Idéalement, on le fait dans nos revues. Est-ce qu'on a vérifié les bonnes choses? Puis dans nos rétros, c'est là qu'on va ramener. C'est pour ça que sont importantes les rétros. C'est là qu'on va ramener notre rapport de test. Hey, on n'était pas efficace, gang. J'ai trouvé plein de bugs rendus en test système. On aurait pu trouver ça en intégration. On aurait pu trouver ça dans le code. Pourquoi on ne l'a pas trouvé à ce moment-là? Donc, l'agilité va nous servir dans nos itérations à améliorer notre processus de test très, très fréquemment. D'ailleurs, les processus de test sont durs à améliorer si ça prend 3 mois avant de voir la première. C'est la première fois que j'ai vu le code, c'est la première fois que j'ai eu une occasion de tester, puis ça dure 3 mois. Et puis de 3 mois, je suis généreux, il y a des places que c'est plus long que ça. Ici, ça c'est la slide la plus controversée, à cause des niveaux de test. Le dernier syllabus de l'ISTQB, quand j'étais à l'international, puis on a travaillé là-dessus, je n'ai pas travaillé sur cette portion-là. Par contre, j'ai fait un commentaire. Les niveaux de test décrits comme ça, puis illustrés comme ça, ça a l'air très séquentiel. Puis moi, je n'aurais même pas mis le test d'acceptation à ce niveau-là. Puis en plus, vous regardez où ça commence. Ça commence au niveau de composantes. En DevOps, est-ce qu'on commence quand on commence à écrire le code, à faire des tests, à penser à nos tests? Est-ce qu'on arrête quand c'est rendu à l'acceptation client? En fait, on a oublié 2 grosses parties. Avant notre code, qu'est-ce qui se passe? On parlait de tests statiques. Tout est en place dans l'ISTQB pour dire « je veux faire des approches collaboratives, je veux faire du test statique ». Mais on fait ça avant le code. Il y a une bonne partie qu'on peut faire dans nos requis. Après ça, la dernière partie qui est oubliée là-dedans, c'est en production, il se passe quoi? Il y a plein de gens qui utilisent la production pour apprendre de leurs tests, même pour tester en production. On parlait de Netflix hier, du chaos testing. Il y a des occasions de tester, parce que c'est vrai que ça a été mal dans le passé, hein, pas le droit de tester en production. On a-tu le droit de faire ça? Bien, le DevOps s'est permis de le faire. Donc oui, en théorie, si on voulait avoir un syllabus à jour, puis d'ailleurs, je vais vous faire une confidence, je vais me mettre plein de monde à dos, je vais dire aujourd'hui des choses, mais l'ISTQB, ce n'est pas de l'innovation, mais c'est des techniques de base qu'on devrait tous connaître pour pouvoir faire de l'innovation. C'est là qui est intéressant. l'ISTQB, c'est 60 pays qui se mettent ensemble, qui ça prend 2 ans et demi à écrire un syllabus. On s'entend que ce n'est pas une nouvelle technologie qui est là. Puis en même temps, l'agilité, on est tous là pour faire de l'agilité, mais ce n'est pas la fin. La finalité pour une entreprise, ce n'est pas de faire de l'agilité. Je suis désolé, je vais peut-être me faire sortir pour la sécurité. Mais la finalité d'une entreprise, c'est de livrer un produit qui correspond aux besoins de son client.
Donc, on utilise l'agilité, puis on utilise les tests, puis on utilise l'ISTQB pour ça. Donc, c'est à ça que ça sert ici. Les niveaux de test, c'est quelque chose qu'on devrait avoir, puis je vais revenir à mes niveaux de test, mais c'est quelque chose qu'on devrait mettre en contexte, comme le concept numéro 6 nous dit. Le principe numéro 6, c'est, mettons, faites un plan, une stratégie qui va inclure les niveaux que vous avez besoin dans votre organisation. Fiez-vous pas à ce qui est écrit l'ISTQB là-dessus, parce que c'est un exemple d'une organisation qui est un peu plus traditionnelle. Donc, une organisation traditionnelle développe des vélos là, dans un système, par exemple, puis il va avoir des pièces à vérifier, il va avoir des composantes, il va recevoir son frein, il va l'intégrer dans son cadre. Ensuite, il va aller avoir un pilote d'essai, comme dans l'aviation, comme dans les voitures. Il va avoir un pilote d'essai qui va aller l'essayer, puis après ça, on va dire, bien, le client, es-tu bien content? Le test d'acceptation, il devrait être fait bien plus fréquemment que ça, puis bien plus souvent que ça, de toute façon. Fait que changer les niveaux de place. Fait que si jamais vous utilisez les techniques de base de l'ISTQB, ayez ça en tête. Je peux changer mes niveaux de place, puis je peux les appeler autrement, tant qu'on s'entend et qu'on collabore dessus. Qu'est-ce que viennent faire les types de tests à travers ça? Puis d'ailleurs, vous avez vu qu'ici, il n'y a pas de niveau de test fonctionnel. Pourquoi? Parce qu'un type de test fonctionnel, des tests fonctionnels, j'en fais quand je suis développeur. Je vérifie ma composante de niveau fonctionnel. Je vais vérifier aussi, de niveau non fonctionnel, bien, je vais vérifier la performance de ma composante. Donc, à tous les niveaux de tests, je vais être capable de faire des types de tests qui est juste un regroupement. C'est quel type de test que je fais? Ça, c'est un regroupement logique. C'est des tests pour mes fonctionnalités, c'est des tests de performance, des tests de sécurité, des tests white box, et on des tests sur mon code, donc des tests qu'on va appeler structurels dans l'ISTQB, mais c'est pas grave. On va faire des tests de régression, parce que le but, c'est de vérifier que je n'ai pas de régression. On va faire des tests de confirmation. Il peut y avoir autant de types que vous avez d'imagination. C'est tant que c'est un regroupement logique pour vous autres. Mais ces types-là, ça ne devient pas des niveaux, parce qu'on vous les fait tout le temps, plus fréquemment. Ça, c'est ce que l'agilité nous amène aussi. Ce que va nous amener, j'arrive vers la fin là-dessus, les techniques de test et approches collaboratives. C'est intégré maintenant les approches collaboratives au niveau de l'ISTQB. Donc, on parle de 3 amigos, on parle de BDD, on parle d'approches collaboratives, de le faire immédiatement au début. L'idée, c'est qu'on vous laisse donner un langage commun pour qu'on se comprenne, c'est quoi un niveau de test, ça veut dire quoi? C'est quoi un type de test? C'est quoi les techniques de test? Puis on les appelle comment? Pour qu'on arrête d'être mêlés dans une organisation. Donc, l'intérêt de comprendre les techniques de test, c'est pour l'excellence technique. Si on est formé à faire des tests en tant que développeur, en tant que personne d'affaires, pas juste en tant que QA ou de testeur, on va comprendre c'est quoi mon rôle, c'est quoi mes responsabilités, puis on va parler le même langage. C'est un peu comme le BDD des testeurs. Donc, on va se comprendre. Donc, si vous n'avez pas encore été voir c'est quoi, mais suite à ma présentation, la beauté du côté ISTQB, c'est que c'est un organisme sans but lucratif. Donc, n'importe qui a fait une certification au niveau ISTQB est capable de participer au développement des syllabus, au moins les revoir. Donc, on peut donner notre avis, le modifier. On est capable d'aller à l'intérieur de ça et de dire, ici, je ne suis pas d'accord avec cette partie-là, puis de l'influencer. Ça va prendre du temps. C'est sûr, ça se base sur ISO, c'est un peu plus rapide, mais ça se base sur des normes ISO, ça se base sur des normes internationales, des standards, ça essaie de donner un langage commun. Mais allez lire sur ces chapitres-là, ils peuvent vous intéresser. Je pense aux développeurs sur les tests statiques, c'est quelque chose qu'on peut trouver intéressant, les tests dynamiques. Les techniques de test, limitez-vous pas même au niveau de fondation, parce que les techniques de test vont vous parler de techniques de base, mais il existe des techniques avancées. Quand on a une complexité à faire au niveau de notre code, on va faire du pair wasing, on va essayer de voir des approches qui sont beaucoup plus poussées pour limiter nos quantités de tests. Parce qu'on parle beaucoup d'excellence technique, puis on a vu dans tout le long des conférences cette semaine, c'est important d'expérimenter, c'est important de valider, faites vos tests. Mais jamais personne ne vous a dit comment faire vos tests. Mais dans l'ISTQB, comment faire les tests, comment choisir les cas de tests, c'est intégré dans l'ISTQB. Et à la fin, mon rêve, c'est le rêve cochon là-dessus. La stratégie de test dans un contexte agile et DevOps devrait ressembler à ça. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est utilisé. Là. Mais c'est une version exécutive. On vous dit d'écrire une stratégie de test. Vous dites, hey, je vais partir pendant 2 mois de temps. C'est une slide. Vous faites du shifting left. Vous testez en amont, en équipe. Je ne dis pas que c'est facile de tout le temps le faire, mais c'est ça que ça devrait être notre stratégie, notre goal. On veut être une équipe qui va tester. Enfin, tout le monde va aller apprendre les techniques qu'ils ont besoin pour tester au niveau où ils sont, pour leurs besoins de leur travail quotidien.
On veut respecter la pyramide, donc on va descendre. D'ailleurs, ISTQB nous parle d'erreurs, causes, défaillances. On veut trouver les causes racines des problèmes. Ça, c'est une vieille technique qui était comme dans le passé. Dans le passé, on avait une technique d'aller retrouver les actions correctives préventives. On veut prévenir les problèmes, mais on va vouloir les amener le plus tôt possible. Donc, la pyramide, on va l'utiliser pour dire les tests. Là, si on est capable de les descendre au niveau des tests intégrés, des tests de composantes, bien, le plus bas possible. Donc, le moins de tests en haut qui nous coûte cher possible. C'est la technique de la pyramide. On va vouloir l'utiliser. Puis la même chose, on va vouloir faire du shifting right parce qu'on veut apprendre c'est quoi les cas de test qu'on n'avait pas pensé, mais qu'en production, on a eu des problèmes. On suit-tu nos logs, on suit-tu notre production? Trop d'équipes, souvent, sont un peu déconnectées de la production. Puis, idéalement, utilisez vos QA comme des experts qui ont déjà lu ce système-là, puis qui ont le bon langage, puis qui vont vous dire « Hey, quand j'ai fait mes cas de test, je ne suis pas à l'aise, moi, parce qu'en DevOps, on devrait en théorie être capable de dire « Je peux mettre ça en production, je suis confiant. » Êtes-vous confiant sans demander l'aide, sans vous être fait relu quand vous écrivez un document? Bien, quand vous faites votre code, faites-vous relire, demandez à un expert de vous dire bien, est-ce que j'ai couvert toute ma zone de test? Est-ce que je prends les risques? Est-ce que j'ai pris les bons risques? L'assistance qualité est là. Fait que vous avez une stratégie qualité à montrer dans votre entreprise, une slide. Ils ne devraient pas perdre trop l'attention de vos managers si jamais ils ont besoin de savoir c'est quoi votre stratégie. Des questions? On est rendu à la période de questions. On a encore 2-3 minutes, je pense, là-dessus? Parfait. Bonjour. Bonjour. Bon, merci beaucoup pour la présentation, tout en partant. Puis, j'aimerais revenir sur le concept de couverture comparativement à celui de risque. Autrement dit, on sait qu'on veut tester pour minimiser les risques, mais est-ce qu'il y a des standards ou des standards de taux de couverture à aller chercher, ou si c'est plutôt du cas par cas, puis on a une autre approche par rapport à ça? Des standards sont fixés par les entreprises. Hein. Ton niveau de risque, en fait, le plus gros standard que tu vas avoir, c'est ta tolérance au risque. Puis tu n'as pas le choix de le faire dans ton entreprise en te disant c'est quoi notre tolérance au risque, ce qui va te permettre de fixer ton standard. Puis on va utiliser l'approche agile pour justement être capable de trouver cette réponse-là à ta question. On va l'essayer. Puis si on voit qu'on est en train de prendre trop de risques, puis on n'a pas un gros appétit, mais on va ajuster notre stratégie de test. C'est sûr que si on n'était pas en approche agile, tu vas avoir un gros flop, puis la chance que tu t'en sortes n'est pas grande. Mais si tu le fais avec des petites itérations, tu vas être capable d'ajuster ton niveau de risque assez rapidement. Merci pour la question. Bien, si c'est tout, bon reste d'Agile Tour. Il reste une conférence. Merci beaucoup. Merci Jean-François. Bon travail. Alors, c'est notre dernière pause de cet Agile Tour 2023. On va reprendre avec notre dernière conférence à 15h30 précise. On se reparle tout à l'heure. Merci.